Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes de ce soir. Et je vous remercie pour votre fidélité. Alors ce soir, je vous invite à parler philosophie. J'évoquerai la philosophie, même la philosophie pour tous, avec mon invité que nous retrouvons dans un instant après notre générique. Eh bien, mon invité est Madame Laurence Wanin-Vernat. Bonjour. Vous êtes professeure de philosophie à l'Université de Toulon, vous nous venez d'assez loin. Oui. Et vous avez publié plusieurs livres d'ordre philosophique sur la philosophie, Oui. avec peut-être en arrière-pensée que la philosophie, c'est pas réservé à une catégorie de spécialistes, mais vous visez la philosophie pour tous. Alors, nous allons évoquer à notre émission de ce soir l'ouvrage intitulé La sagesse de vivre, les philosophes et la mort, paru aux éditions Mémogramme, et puis un livre aussi intitulé, alors il est très amusant ce livre, Les philosophes vus autrement, publié dans une maison d'édition française, les éditions Ellipse, et en sous-titre Anecdotes des grands penseurs. Alors vous avez répertorié un certain nombre de personnalités philosophiques. Vous avez rappelé certains éléments de leur biographie, hein, le tonneau de Diogène, etc. Et j'ai été très surpris, je vous le dirai, très surpris de voir dans votre collection de philosophes, alors on retrouve Emmanuel Kant, on retrouve Simone de Beauvoir, Sartre, etc. On trouve aussi Paul Valéry. Alors pourquoi avoir fait le choix de Paul Valéry, Madame Wanin-Vernat? Bien tout simplement parce que j'ai trouvé qu'il était intéressant d'approfondir et d'élargir le spectre qu'on situe habituellement, enfin dans lequel on situe habituellement la philosophie. Et je crois que Paul Valéry, avec son cimetière marin et l'idée d'une métaphysique, correspondait tout à fait à cette démarche. Et je trouvais intéressant de rendre à un philosophe qui a quand même écrit, je dis philosophe parce qu'il s'est intéressé à l'esthétisme, à tout ce qui renvoyait à l'œil et à tout ce qui était dans le aussi... Palinos et l'architecte, par exemple. Exactement, et la dimension aussi de la structure de la pensée. Je trouvais qu'il avait tout à fait sa place au milieu des philosophes. Et puis ça me permettait aussi d'élargir à d'autres penseurs, Camus, qui sont aussi des littéraires, mais qui ont cette tendance philosophique aussi qui est sous-jacente. Alors ce que vous dites de Paul Valéry est assez comique. En fait, le jeune Paul Valéry, il a 3-4 ans, si j'ai bon souvenir, et il joue près d'un bac d'eau, et la servante qui le surveille se réfugie dans un buisson, dans un bosquet, avec son petit ami, et puis Paul Valéry risque de mourir. Bien oui, en fait, elle avait un petit amoureux et donc ils avaient l'habitude, parce que c'était un militaire, de se retrouver dans ce moment particulier dans le square où Paul Valéry avait l'habitude de jouer avec des cygnes. Et donc elle était dans les petits bosquets en train de faire ce qu'elle avait à faire. Et puis Paul Valéry a échappé à la surveillance de la petite jeune femme et en observant les cygnes est tombé dans la fontaine, dans le bassin. Et il doit d'ailleurs sa vie au passage d'un monsieur qui, apercevant une robe, parce que les robes à l'époque, les garçons portaient des robes, et en plus elles étaient amidonnées, permettaient à l'enfant de flotter, mais les pieds en l'air, bien entendu, et la tête sous l'eau. Donc il l'a sorti, l'enfant, de l'eau, l'a ramené vite chez lui pour un peu s'occuper de sa santé, et on apprend après que le grand-père de Paul Valéry a surgi furieux dans le square pour, bien entendu, régler ses comptes avec la petite jeune femme qui avait été un peu légère. Voilà. Alors moi, je vous ai parlé de l'anecdote qui, dans le livre, m'a paru la plus amusante, mais quelle est celle qui vous paraît, à vous, la plus intéressante à évoquer? Je les aime quasiment toutes, mais une pour laquelle j'ai beaucoup plus peut-être d'affection, c'est l'anecdote de Marc Aurèle avec le vide-grenier chez l'empereur. Je trouvais extraordinaire pour un homme de cette condition, qui déjà est un enfant de l'adoption. Prendre la grande destinée d'un empereur, je trouve ça déjà prodigieux. Et ensuite se retrouver dans la solitude de l'homme qui a des responsabilités politiques et en même temps le recul sur ses fonctions, je trouve que c'est intéressant. C'est comme ça que le soir, il écrit Les pensées pour moi-même. Et alors que son armée allait être décimée,
parce qu'il y avait eu, bien entendu, des pertes au combat. Et il y avait également la peste. Il y avait beaucoup de choses qui avaient anéanti les armées. A pas voulu infliger à son peuple de poser un impôt supplémentaire. Et il organise un vide-grenier. C'est-à-dire qu'il vend tous ses biens, tous ses trophées, et son épouse Faustine, qui d'ailleurs était une femme extraordinaire, puisqu'elle l'accompagnait sur certains champs de bataille, donnait la bonne parole aux soldats, et en plus on l'appelait la mère des camps parce qu'elle s'occupait d'eux, eh bien a décidé aussi de vendre ses biens. Il y a eu en tout et pour tout 2 mois de vente aux enchères pour, bien entendu, reconstituer les armées, prévoir, parce que Faustine l'avait envisagé, une solde pour les soldats blessés au combat ou pour les épouses qui restaient veuves. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on constate qu'il est tout à fait dans sa philosophie, le stoïcisme, le détachement à l'égard des biens matériels. Et on se dit qu'il y a quand même de la grandeur d'homme et de la grandeur d'âme également derrière cet homme. Et Marc Aurèle est un moraliste. Oui. On pourrait dire que morale et politique ne sont pas des domaines de réflexion trop éloignés. Alors on peut bien sûr les associer parce que l'idée de la police, donc de la cité, ça veut dire que l'homme qui en a la fonction est aussi celui qui doit veiller à la collectivité. Donc normalement ses intérêts propres doivent passer au second plan, et c'est vrai que Marc Aurèle a en plus la générosité dans l'acte d'être aussi le chef d'État. Donc politique, cité et en même temps bien-être d'une collectivité, je crois que c'est aussi ce qui fait que quand on pense le politique par le prisme de la philosophie, on n'y pense pas nécessairement par le biais de l'économie, et puis en pensant que l'homme passe au second plan. Alors évoquons un instant votre ouvrage « La sagesse de vivre, les philosophes et la mort ». On sait qu'au Moyen-Âge, les philosophes aiment souvent enseigner l'art de bien mourir. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les philosophes nous dispensent ce genre de leçons ? Je crois qu'aujourd'hui, les philosophes ont toujours le recul, si vous voulez, sur la mort, parce que c'est une nécessité. Je crois que le plus grand effroi pour l'homme, c'est de se sentir jeté dans un monde dans lequel il ne comprend pas tout. Et la quête des origines a bien souvent aussi pour écho la quête de la finalité. Si j'arrive à prouver que Dieu existe, j'ai l'impression que je peux avoir une ouverture sur un autre champ, après ma mort, une autre vie. Donc je crois que les hommes ont peur d'en finir avec la fin, c'est-à-dire que la mort, ce soit le stade ultime de l'existence. Alors ils en ont peur. Oui, mais tous les philosophes ne croient pas en Dieu, ne croient pas qu'il y a une seconde vie après la vie. Tout à fait. Mais disons que les hommes aiment se rassurer avec cela. C'est pour ça que les philosophes aiment à répondre sur une question de la mort par l'idée que peut-être il faut méditer d'abord sa vie et penser que la mort, tant que nous n'y sommes pas finalement, comme disait Épictète, n'est rien pour nous. Et puis nous verrons quand effectivement elle arrivera. Donc la réflexion sur la vie, sur l'existence, permet de mieux affronter cette épreuve inconnue et qui nous mène vers l'inconnu qu'est la mort. Alors on peut bien entendu envisager la mort par le prisme de l'angoisse. On sait qu'Heidegger a écrit des pages sur l'angoisse en expliquant que l'homme, bien évidemment, se retrouve face à 2 événements. Le premier, sa naissance, mais il n'en a pas nécessairement le souvenir. Et la mort, c'est quand même un événement qui est troublant, parce qu'on associe cela à l'idée d'une souffrance physique, peut-être, d'une agonie. Aujourd'hui, on a une espérance de vie qui nous permet de vivre beaucoup plus longtemps. Donc on a le temps. Cette vie, elle va déboucher sur la mort, quel que soit le temps de la vie. Ouais, exactement. Et les philosophes ont pris le parti de penser la vie avant de penser la mort, et de penser que le temps qui nous est accordé, c'est-à-dire la durée de notre existence qu'on ne connaît pas quand nous naissons, eh bien c'est un temps que nous devons mettre à profit pour être créateurs de notre projet, comme disait Sartre. Oui. Sartre disait, au fond, l'existence, elle est là, il faut qu'elle soit vécue, sûr. Et l'essence ne vient qu'au moment de la fin de la vie. Exactement. Il y a 2 courants de pensée, en fait. Soit on considère que l'homme est préétabli, et il y a une pensée qui l'amène vers une finalité préétablie également, soit cet homme est libre, et il se construit, et il se fait à mesure que son destin évolue avec lui. Eh bien, Madame Wanin-Bernal, j'étais très heureux de vous recevoir aujourd'hui. On n'a pas pu évoquer cet objectif que vous avez de philosophie pour tous, oui. Mais je renvoie aux livres que vous avez écrits qui ont paru à l'écran pendant notre émission. Merci d'être venu jusqu'à nous pour nous parler de philosophie. Madame, Mademoiselle, Monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt et bonne nuit.